Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Je reçois cette semaine Mme Catherine Bourdage et Dr Caroline Ouellette pour discuter d'un projet extraordinaire, soit l'organisme aux Trois Sentiers. Catherine vient du monde des affaires et des communications. Caroline est médecin anesthésiologiste et intensiviste. Des expériences personnelles les ont amenés à souhaiter changer le devenir des patients en fin de vie. L'organisme aux Trois Sentiers incarne ce souhait. Caroline a créé l'organisme et Catherine s'est jointe à l'aventure en tant que directrice générale. C'est donc une entrevue extraordinaire avec deux femmes passionnées qui ont à cœur de changer la façon dont les personnes en fin de vie vivent leurs derniers moments. Pour l'organisme aux Trois Sentiers, l'objectif est d'offrir des soins palliatifs aux gens en fin de vie en s'attardant notamment à la prise en charge de l'agonie. Bonne écoute. Catherine, bonsoir. Bonsoir. Caroline, bonsoir. Bonsoir. Une petite pneumonie qui ralentit nos ardeurs. Qui va peut-être me donner une voix un peu nasillarde. On va faire des petites pauses au montage si tu tousses trop. Merci. Alors, on est ici on est à Montréal, juste avant Noël, pour parler d'un beau projet qui s'appelle Les Trois Sentiers. Avant de parler des Trois Sentiers, j'aimerais ça que vous me racontiez comment vous vous êtes connus, puis... On a demandé ça dans l'univers. J'ai dit, il nous a écoutés. Il nous a écoutés. En fait, on ne se connaissait pas du tout jusqu'à il y a 8 mois, au mois de mars dernier. Okay. Une amie commune nous a présenté en disant « Je pense que vous devriez aller prendre un café ensemble. Vous avez des intérêts et des objectifs de projets de vie communs que vous devriez mettre ensemble. » Là, Caroline, à ce moment-là, est-ce que les Trois Sentiers existent déjà? Les Trois Sentiers existent déjà depuis une année. On est constitué légalement. On a un numéro de reconnaissance de l'ARC. Toute la paperasse, elle est remplie. On a un CA très dynamique. Et on était dans l'attente de trouver quelqu'un pour nous aider à titre de directrice générale, pour veiller à donner un tempo un peu plus constant, parce qu'on comprend que le CA, c'est tous des gens bénévoles, eux-mêmes impliqués dans une carrière très prenante, donc avec des familles, des conciliations travail-famille exigeantes. Donc, on avait besoin de quelqu'un dédié au développement puis à l'opérationnalisation des Trois Sentiers, parce que là, on avait beaucoup d'excellentes idées, mais ça nous prenait quelqu'un pour les opérationnaliser. Puis toi, Catherine, à ce moment-là, tu es chez Énergir. Si je ne m'abuse, ou tu as déjà quitté? Oui, j'avais quitté Énergir pour un projet d'affaires, mais la vie, ou en fait la mort, s'est installée sur le chemin de ma vie. J'ai perdu mon père et ma mère en l'espace de 4 mois, en fait, l'un et l'autre, en 2021. Et donc, après cette période-là, assez difficile, je me suis vraiment questionnée sur ce que je voulais faire, c'est ce que je pouvais faire pour contribuer, en fait, aux soins de fin de vie, puisque j'ai été marquée par le départ, évidemment, de mes parents, mais j'ai accompagné plus spécifiquement ma mère vraiment à domicile jusqu'au moment de son décès. Puis, en fait, j'ai découvert à quel point ça pouvait être beau, la mort, mais en même temps, à quel point on n'était pas nécessairement si bien équipés, si bien desservis, autant pour se préparer à la mort que pour accompagner les mourants à Montréal. Et donc, je me suis dit, mon Dieu, comment je pourrais contribuer? Qu'est-ce que je pourrais faire pour mettre la main à la pâte? Et donc, après avoir travaillé pendant 25 ans dans le milieu des affaires, en gestion, puis en communication, puis en formation, c'était beaucoup mon créneau en gestion du changement, entre autres. Là, je me suis dit, maintenant, je veux travailler dans les soins de fin de vie, par où on part. Et effectivement, en parlant avec des gens dans mon réseau, je suis arrivée sur la route de Caroline.
Puis, en fait, j'aurais rêvé d'inventer ce projet-là, cet organisme-là. Puis là, il existait déjà grâce à la tête et au cœur de Caroline et des membres du CA. Puis, ils cherchaient quelqu'un pour les aider. Puis, je pense que je pouvais être cette personne-là. Donc, c'est là que la belle histoire a commencé. Puis, voilà. Puis toi, Caroline, aussi, une expérience personnelle qui t'a amené là? Ou parce qu'il y a une anesthésiste intensiviste qui fait des soins de fin de vie. Oui, c'est bizarre, hein? Ça suscite des questions. Un peu. On va y revenir. Oui et non, parce que ça a commencé par le niveau professionnel, parce que les soins intensifs, j'ai travaillé 15 ans dans une unité universitaire, et puis l'accompagnement à la mort, la vulgarisation aux familles d'une situation de crise, parce qu'aux soins intensifs, c'est toujours inattendu, c'est toujours dans un court intervalle de temps, c'est un accompagnement qui est très ponctuel, mais très dense et très valorisant. Puis j'ai toujours trouvé mon compte, comme intensiviste, d'accompagner des patients et des familles à accepter la limite thérapeutique, la limite de la médecine moderne. Donc, j'y ai toujours trouvé beaucoup d'intérêt et au niveau humain. Ça complétait un peu ce que l'anesthésie ne me donnait pas, parce que c'est une pratique un peu différente, comme vous savez. Après ça est venue la loi 2, en 2015, sur l'aide médicale à mourir, entre autres, mais les soins de fin de vie. Et je me suis impliquée dans mon hôpital, au CHUM, pour démarrer l'application de cette loi-là auprès des patients avec des gens extraordinaires. Ça m'a amené à découvrir des gens extraordinaires, des gens impliqués dans le GIS, dans les équipes médicales. Donc, j'ai découvert de magnifiques histoires de patients et de familles depuis 2015. Et puis, l'histoire personnelle est arrivée en 2019, où est-ce que j'ai perdu mon père d'une maladie quand même relativement courte, là, d'un cholangiocarcinome qui s'est étalé sur 6 mois. Et puis, il est décédé à l'hôpital. Et puis, ça m'a fait d'une expérience un peu, j'oserais la dire, traumatisante. Parce que j'étais très impuissante sur une approche très... vous savez, on entend parfois des gens promouvoir l'accouchement naturel, hein, sans épidural. Mais il y a aussi des concepts de mort naturelle qui circulent dans le milieu de la santé, où est-ce qu'on invite les patients à mourir sans sédation, dans le sens de voir la mort ou de vivre la mort s'approcher. Puis donc, l'agonie s'est éternisée pour mon père dans un contexte qui a été particulièrement difficile, sur plusieurs jours et plusieurs nuits. Puis moi aussi, je suis sortie de cette expérience-là un peu marquée au fer rouge en me disant comment je peux faire pour faire profiter de mon expérience et expertise d'anesthésie en sédation, analgésie, expérience d'évaluation en aide médicale à mourir. Parce que c'est pas fait pour tout le monde, l'AMM, on en parle beaucoup, mais il y a tellement d'autres options de soins de fin de vie. Alors, de là est née l'idée de créer un OBNL qui s'est appelé par la suite O3 Sentiers Soins palliatifs. On va y revenir. Dis-moi, comme anesthésiste qui a fait de l'aide médicale à mourir dès le tout début, ça devait susciter certains commentaires? Parce que j'ai entendu des histoires dans d'autres milieux où c'est mal perçu, particulièrement auprès des anesthésistes. Est-ce qu'il... Oui, bien, en fait, j'ai eu la chance. Mon groupe m'a toujours beaucoup encouragée. C'était pas tant le fait que j'étais anesthésiste, c'était plutôt globalement j'avais des amis ou des collègues qui me disaient « Ah, t'acceptes de faire ça, toi? » C'était comme dans l'esprit de bien des gens encore, c'est vraiment d'interrompre la vie des gens, l'aide médicale à mourir, plutôt que d'un accompagnement. Puis dernièrement, j'ai parlé à quelqu'un qui m'a fait réaliser qu'on faisait davantage de l'aide médicale aux mourants. Et j'ai beaucoup aimé le changement d'expression. Puis moi, je trouve que ça s'applique davantage à ce que je fais comme pratique, c'est-à-dire que j'accompagne beaucoup l'individu, peu importe le choix de soins de fin de vie qu'il choisit. Je veux être là pour l'individu puis ses proches, beaucoup plus que dans l'acte biologique de mourir. Donc, je suis là plus pour les mourants que pour le mourir. Le terme euthanasie, pour toi, est-ce que c'est... Je suis allergique à ça. Pour moi, l'euthanasie, ça s'applique à des animaux. Les êtres humains, ils ont une capacité de raisonnement, de choix, de liberté, d'intégration de ce qu'on leur donne comme information. Mais comme médecin, on a le pouvoir qu'on doit utiliser à bon escient, mais de les guider dans ces décisions-là. Et puis, on doit le faire sur une base des choix éclairés, au pluriel, parce qu'il y a souvent plusieurs options qui s'offrent aux patients, même en fin de vie. Et puis, l'euthanasie, pour moi, c'est quelque chose de souffrant, ou d'un arrêt. Il n'y a pas d'accompagnement derrière ça. C'est comme on interrompt volontairement et c'est nous qui décidons unilatéralement la vie d'un être vivant.
l'aide médicale à mourir et l'aide médicale au mourant. Si tu me permets, je vais reprendre l'expression qui colle le plus à ma pratique. C'est un accompagnement, c'est une écoute. On s'assoit avec le mourant, on veut comprendre qu'est-ce qui l'a amené à faire ce choix-là, de quelle façon il veut le vivre, avec qui, l'histoire de sa vie, quelle couleur il veut donner à ça. Moi, je trouve ça très, très beau, très sacré. Et puis, ça n'a rien à voir avec de l'euthanasie. Catherine, toi, avant 2021, ton expérience des soins palliatifs, de l'aide médicale aux mourants, du deuil, est-ce que... Mais en fait, c'était encore très abstrait pour toi? Oui, très abstrait. Et je fais partie de ces personnes certainement mal préparées, qui parlent très peu de la mort, parce que j'avais pas nécessairement à en parler dans mon quotidien, mais quand j'ai été confrontée à la réalité, en fait, de la mort qui arrivait dans la vie de mes parents, ça m'a renversée de réaliser à quel point, même si je suis une personne intéressée, ouverte, éduquée, qui est entourée, j'en parle pas. Je parle pas de ça au quotidien. Puis même avec mes parents, mes proches qui étaient, eux, sur le point de vivre, on a réalisé qu'on n'avait pas eu ces conversations-là. Puis je me suis dit, comment ça se fait que dans une société comme la nôtre, en 2022, ce soit encore aussi tabou de parler de la mort puis de se préparer à la mort, alors que, évidemment, on le sait, c'est la seule chose de certaines, à partir du moment où on est, c'est qu'on va mourir. Et payer de l'impôt. Et payer de l'impôt, effectivement. Les deux certitudes. Et c'est ça. Et donc, c'est ça m'a un peu renversée de voir que je faisais partie de ce groupe qui était peut-être pas tant ni préparé, ni c'est ça, impliqué, en fait, dans le quotidien. Et donc, justement, je me suis dit, mon Dieu, d'une part, on veut bien se préparer, on veut bien vivre ce moment-là, c'est notre sortie, en quelque sorte. Hein? C'est la façon dont on termine ce passage-là ici sur Terre, puis je me dis, on devrait y passer pas mal plus de temps à s'en parler, puis à se préparer, puis à faire en sorte que ce soit le plus beau possible, justement, que ce soit le plus serein, le plus, en fait, le plus représentatif de comment on a vécu notre vie, puis en fait, vivre notre vie comme on voudrait bien vivre notre mort, dans le fond. Et donc, je me suis dit, justement, si je peux, soit justement en accompagnant des gens, mais évidemment, l'accompagnement, ça vient avec la préparation, et donc, justement, un échange, une démocratisation, une sensibilisation à ce qui s'en vient, puis aux étapes qui approchent, puis à comment on veut le vivre, justement, pour que ce soit fait dans le respect des volontés, puis dans la plus grande humanité possible. C'est vraiment ce qui me... Tu as fait référence, je pense, tout à l'heure au fait, à l'offre de soins à Montréal, où il y a des particularités propres à l'île de Montréal par rapport au reste du Québec, Caroline? Oui, je dirais que c'est quand même démographiquement un gros bassin de population. On parle de près de, quand on inclut le Grand Montréal, 2 millions, quand on inclut Laval, 1,8 million, quelques... Donc, c'est pas évident de faire face à cette demande-là. Donc, il y a de très belles choses qui se font en soins palliatifs, en première ligne, en médecine spécialisée. On part pas de rien du tout, même qu'il y a eu beaucoup de progrès dans les derniers 10-15 ans. Mais il y a encore beaucoup à faire parce que la population vieillit. Le nombre de demandes augmente, le nombre de proches aidants diminue un peu. On voit de plus en plus de gens vivre seuls, vieillir seuls, ou vieillir à côté de quelqu'un qui est lui-même malade ou un peu hypothéqué ou un peu limité dans sa capacité à donner des soins. Parce que là, actuellement, il y a beaucoup de soins de santé qui reposent sur les épaules des proches aidants en fin de vie, en agonie, à domicile. Et puis peut-être qu'on pousse un peu le bouchon en demandant beaucoup à ces proches-là, qui ne sont pas infirmiers nécessairement, infirmières, ni médecins, ni...
Donc, on leur demande de prodiguer des soins à 2 heures du matin dans des contextes un peu d'incertitude, de crise, d'anxiété, de deuil. Donc, on les prive un peu du rôle de proche aidant qu'ils devraient avoir. Et puis, c'est un peu là-dessus qu'on voulait se pencher. C'est pour ça qu'on n'aura jamais la prétention de faire des soins palliatifs, parce qu'il y a des gens qui font ça à temps plein 5 jours semaine. Ça ne sera pas notre cas. Notre organisme va se concentrer vraiment sur l'agonie, la gestion de crise, les heures défavorables, les nuits, les soirs, les périodes où on est un peu plus vulnérable et un peu plus seul, en fait. Même s'il y a de très belles choses qui se font en soins à domicile, en soins palliatifs. Mais là, nous, on veut se concentrer davantage sur l'agonie. Avec les 3 sentiers. Oui. C'est quoi les 3 sentiers? Pourquoi 3 sentiers? Pourquoi 3? Bien, le chiffre 3 revenait souvent quand on faisait du brassage d'idées en groupe avec le CA, qui avait chacun des histoires de soins palliatifs, certaines très belles, d'autres moins belles. On a tout mis ça ensemble pour dire, bien, qu'est-ce qu'on veut faire, là, vraiment? Et puis, le chiffre 3 revenait souvent. On parlait souvent du trio médecin, patient, famille, médecin, patient, infirmière. Les 3 dimensions de l'être humain, physique, psychologique, spirituel. Les 3 soins principaux inclus dans la loi 2, l'aide médicale à mourir, la sédation palliative continue, les directives médicales anticipées. Donc, on trouvait qu'il y avait souvent le chiffre 3 qui revenait. On voulait avoir une trajectoire de soins pour les patients en fin de vie, c'est-à-dire avoir une mission de les sortir des hôpitaux. On part avec la prémisse que l'hôpital n'est probablement pas le milieu optimal pour vivre sa fin de vie. Et là, je ne parle pas des unités de soins palliatifs, mais je parle surtout des unités de médecine, de chirurgie, c'est ça, de soins aigus. Ou d'urgence, parce que malheureusement, il y a des gens qui décèdent à l'urgence. Exact. Il y a quelques transferts là, à chaque semaine, à chaque mois dans les hôpitaux du Québec où est-ce que des mourants viennent pour recevoir des soins de confort via l'ambulance, via l'urgence. Donc, c'est ça qu'on veut éviter, puis même éliminer. Donc, on voulait faire une offre de service à 3 pôles, donc avoir des soins robustes à domicile pour développer une philosophie d'alternative à l'hospitalisation pour les mourants, c'est-à-dire dès qu'on est hospitalisé et qu'on fait un arrêt de soins, un niveau de soins, un choix de fin de vie, un accompagnement vers la fin de vie, qu'on dirige de facto vers le domicile ou une maison d'hébergement. Donc, nos 3 pôles qu'on propose, c'est des unités d'intervention rapide en complémentarité avec le réseau pour les heures et les jours défavorables, avec des visites planifiées de soir et de nuit pour certains patients qui sont en agonie en fin de vie pour éviter des transports en ambulance et aux urgences et des réhospitalisations. Ça, c'est notre premier pôle. Le deuxième pôle serait d'inclure à ces unités-là des soins complémentaires pour les proches, de l'intervention spirituelle, de la massothérapie, de la musicothérapie, tout ce qui n'est pas médical, entre guillemets, mais qui est tout aussi bénéfique pour les proches qui vivent cette période-là qui est très dense. Et puis le troisième volet, c'est une maison d'hébergement. On aimerait ouvrir une maison de soins de fin de vie parce que ça fait cruellement défaut sur l'île de Montréal. On parlait de la démographie. Pour 1,8 million d'habitants, il y a à peine une trentaine de lits extra-hospitaliers sur l'île de Montréal là, qui sont offerts. Donc, il y a 2 maisons. Il y a quelques unités, mais ce sont des unités hospitalières ou intra-CIUS, dans le réseau, en fait. Là. Mais là, si on parle juste des maisons de soins palliatifs, il n'y en a que 2. Donc, c'est peu. On se retrouve à utiliser beaucoup les unités de soins palliatifs hospitalières et intégrées dans le réseau, ce qui est très bien, sauf que probablement qu'il y a une demande pour le mourir à domicile qui pourrait être un peu mieux répondue. Alors, les 3 sentiers, puis les soins palliatifs, en fait, c'est un néologisme. Un palliatif, ça n'existe pas comme mot, mais on veut créer une idée de mouvement, de soins vers les mourants, et non pas que les mourants se déplacent pour recevoir les soins de fin de vie. Parce qu'actuellement, on voit beaucoup de déplacements de patients, soit parce que des maisons n'offrent pas l'AMM, soit parce qu'ils ont besoin d'un PICC-line, soit qu'ils ont besoin d'être évalués. Un cathéter, oui, c'est vrai. Un cathéter intraveineux un peu spécial, un peu plus sécurisé pour administrer une sédation. Exact, ou l'aide médicale à mourir. Donc, le patient se retrouve à se déplacer, à devoir faire des déplacements en fin de vie qui ne sont pas souhaitables. Donc, on voudrait minimiser ça aussi. Ça serait un de nos indicateurs. Et puis... donc, palliatif, donc on veut être dans l'action, on veut être proche des patients puis déplacer les soins vers eux. Et les sentiers, c'est pour faire un clin d'œil à mon père, qui a été forestier toute sa vie en Abitibi. Il n'aurait pas souhaité avoir son nom propre, mais c'est un petit clin d'œil pour se souvenir de... Puis la forêt, les sentiers, il y a quelque chose d'apaisant là-dedans, même si on a un projet très urbain, le lieu qu'on
qu'on aimerait développer en termes d'hébergement a un énorme espace vert de jardin. Vous avez déjà ciblé un... Oui, on a un lieu qu'on... Avec une construction qui est en place ou... Une construction qui est en place. On n'en parle pas trop encore parce que notre priorité sera de mettre en place les unités d'intervention rapide à domicile en 2023. Mais en parallèle, on est en chantier là, pour faire le plan d'affaires pour la maison d'hébergement. Mais oui, on pourrait dire qu'au centre de l'île de Montréal, on a un bel endroit qui pourrait très bien s'y prêter. Est-ce qu'il y a des enjeux culturels liés au fait d'intervenir sur l'île de Montréal? Donc, il y a des communautés culturelles diverses. Tu parlais tout à l'heure qu'on est mal préparé un peu à la mort. Là. Moi, je pense que cet état de fait-là se détériore. Là. Moi, je pense qu'il y a une immaturité collective face à la mort au Québec là, qui ne va pas en s'améliorant, selon moi. Mais est-ce que vous percevez ou envisagez est-ce que c'est pareil intervenir, par exemple, auprès d'un francophone par rapport à quelqu'un qui serait originaire d'Asie ou autre? Est-ce que c'est un enjeu pour vous ou comment vous percevez ça à long terme? Mais moi, je dirais que, de manière générale, notre souhait, ça va être d'accompagner les mourants avec leur volonté, en fait, la façon dont ils veulent, eux, que ça se produise. Okay. Donc, je pense qu'on va être très à l'écoute, puis on va faire une évaluation avec eux des besoins et de ce qu'ils souhaitent pour faire un plan, justement, un plan de décès, puis pouvoir les accompagner dans ce qu'ils veulent, mais aussi dans ce qu'ils ont comme installation ou comme... par exemple, les gens qui peuvent les entourer ou pas, là, s'ils ont des proches aidants ou pas, pour pouvoir leur offrir des soins qui sont adaptés. Notre intention, c'est de faire en sorte que les gens puissent justement vivre leur mort de la manière la plus digne et humaine possible. Donc, je crois qu'on va s'adapter, mais certainement que d'une culture à l'autre il doit y avoir certainement des différences sur la... Oui. En même temps, on meurt tous. Oui, c'est ça que j'allais dire. Il y a un point de... Il y a un trait d'union. Mais moi, j'oserais dire que dans mon expérience de soins intensifs, oui, il y avait des différences culturelles à Montréal ou ailleurs dans la province, évidemment, mais mon expérience, elle est principalement montréalaise. Mais le trait d'union, c'est effectivement ce que tu dis, c'est que la mort effraie et fait peur à probablement l'entièreté des êtres humains. On veut l'éloigner le plus possible. On veut l'éviter le plus possible et on veut la contourner et faire tout ce qui est possible pour ne pas y arriver. Donc, je pense que ça, c'est assez universel. Par contre, les particularités de ça, oui, il y a des couleurs et des façons d'en discuter qui sont propres à certaines cultures, mais il y a quand même un trait d'union d'humanité qui reste. Catherine, toi, tes fonctions actuellement, tu es directrice générale donc, de l'organisme. Au quotidien, actuellement, c'est essentiellement du financement ou vous en êtes où? Là, parce que j'ai vu votre plan d'affaires est assez étoffé, assez détaillé, avec des objectifs quand même à court terme. Là. On n'est pas... c'est pas sur 30 ans. Là. Donc, au quotidien, toi, actuellement, là, tu fais quoi? Bien, en fait, il y a beaucoup à faire, c'est certain, parce qu'on est un nouvel organisme. Donc, tout est à bâtir. Donc, je dirais qu'on fait de tout. C'est assez diversifié ce que je fais dans mon quotidien, mais c'est certain que notre mission, bien, d'une part, il fallait exister. Là, on était constitué, mais ça a l'air bête, mais il faut avoir une image de marque, il faut avoir un logo, il faut avoir un bureau, il faut avoir des courriels, il faut s'organiser. Donc, il y a toute une partie qui est plus... Mais ça, c'est la partie facile pour toi, j'imagine, un peu? Ben, avec ton expérience? Ben oui, ben, en fait, effectivement, moi, c'est des choses que j'aime faire. J'aime ça structurer aussi les organisations et tout ça, donc c'est parfait. Je navigue là-dedans. Évidemment, il y a toute la partie, justement, du financement qui est, en fait, déterminante, là, qui est complètement au centre de ce qu'on doit faire pour réussir à lancer nos activités en 2023, parce qu'il faut le dire, en ce moment, on n'a pas encore accompagné aucun patient. Là, on est en train d'organiser, dans le fond, notre financement pour réussir à démarrer une première unité d'intervention rapide en 2023. Donc, pour y arriver, bien, il faut aller chercher les sous qui seront nécessaires pour mener nos opérations. Et donc, ben, c'est ma principale préoccupation quotidienne, c'est-à-dire aller chercher ces sous-là. Puis, où sont-ils, ces sous-là? C'est ça. En fait, selon notre plan d'affaires, on a évalué que ça nous coûterait environ 1,3 million par année pour rouler une unité d'intervention rapide qui pourra desservir de 200 à 300 patients par année.
Combien de patients en même temps? C'est peut-être une question piège ou c'est difficile à dire? C'est un peu difficile à déterminer parce que nous, on va se concentrer sur l'agonie. Donc, c'est certain qu'il y a des gens qui pourraient partir très, très vite en une ou deux journées, puis d'autres qui vont peut-être être avec nous pendant plus que 2 semaines. Donc, on a fait plusieurs scénarios sur le nombre de jours que les gens seraient avec nous, mais on peut imaginer qu'on aurait environ une dizaine de patients. Actifs, entre guillemets. Oui, c'est ça, en même temps. Ça dépend de l'acuité des soins, en fait, puis des plans de décès. Parce que ça, c'est un nouveau concept qu'on veut discuter avec la population, avec les gens, c'est que si on fait des plans de naissance, c'est possible aussi de faire des plans de décès. Donc, il y a certaines personnes qui veulent avoir des évaluations, des soins, d'autres qui ont besoin de certains professionnels de la santé de façon plus continue. Donc, l'acuité des soins va être déterminante sur notre volumétrie de patients. OK. Donc, ça va être à géométrie variable d'une semaine à l'autre. Ça va être ça notre défi. Disons, avez-vous une fondation? Non. Non. Allez-vous en créer une ou c'est trop lourd? Pour le moment, c'est pas nécessaire. En fait, on y va dans la simplicité. On est un OBNL avec un numéro de reconnaissance d'organisme de charité, donc c'est possible. Vous pouvez recevoir des dons? Ah, tout à fait. Oui. C'est déjà commencé depuis quelques mois. On remercie d'ailleurs nos premiers donateurs parce que ça prend de l'audace pour faire confiance et donner des sous à un nouvel organisme. Comme dit Catherine, tout est à bâtir, tout est à faire et il y a plusieurs belles causes à soutenir là, en 2022, bientôt 2023. Tout est à soutenir, tout est à supporter financièrement. Donc, les gens sont très sollicités de toutes parts, à tous les niveaux, l'éducation, la santé, les jeunes, les enfants, les soins palliatifs. Donc, puis il y a déjà d'autres organismes qui... Donc, la sollicitation est pas simple, puis ça prend beaucoup de transparence pour dire combien on veut travailler en réseau puis en collaboration pour aller combler ce qui se fait pas actuellement ou ce qui se fait moins, avec une approche un peu de médecine spécialisée, en fait, pour la gestion de la douleur, sédation, analgésie, entre autres, puis certaines techniques qu'on pourrait faire à domicile, loin des plateaux techniques. Décentralisé, en fait. Je pense que l'heure est... En fait, c'est ça notre côté innovant, c'est qu'on veut se positionner comme étant un organisme qui propose des solutions innovantes à une réforme dans la façon de pratiquer la médecine au Québec post-pandémie, où est-ce que là, on réalise que les capacités hospitalières, ce sont des vases clos qui ont des capacités très limitées. Donc, on aimerait promouvoir l'idée que chaque patient qui va à l'hôpital devrait avoir besoin du plateau technique de l'hôpital et que chaque patient qui en a moins besoin ou pour lequel on peut avoir des alternatives, bien, soit dirigé vers ces alternatives-là. Alors, c'est ça qu'on veut promouvoir, mais c'est de la grosse gestion de changement. C'est de la gestion de changement à tous les niveaux, les médecins, les équipes de soins de professionnels de la santé, nos fédérations. Donc, c'est vraiment un mouvement de pensée qu'on veut créer, qu'on veut un peu pousser pour dire, ben voilà, on est à l'étape où est-ce qu'on doit pratiquer la médecine ailleurs qu'à l'hôpital. Puis nous, ben on va se concentrer sur les patients en fin de vie. Le financement public intervient où là-dedans? Parce que faut faire un peu de politique pour ça, oui, ben c'est sûr. On suit ça de très près. On a soumis à toutes les instances politiques et ministérielles. On attend des retours. L'accueil initial est favorable, je peux dire ça. Quand ils nous écoutent parler, ils trouvent ça bien emballant, bien intéressant. Donc, on a une bonne réception. C'est sûr que c'est des bons montants. Donc, il faut qu'on défende et qu'on structure nos demandes. Donc, c'est ça que Catherine fait, entre autres, beaucoup avec le CA. Donc, mais on vient tout juste de commencer, ça fait à peine 6 mois, donc ça prend du temps de faire tout ça. Mais on a bon espoir qu'en 2023, avec différentes sources de financement, des appuis forts aussi. Des fois, c'est pas nécessairement du financement direct. Je pense, entre autres, à l'Université de Montréal. On les sollicite pas pour des sous, mais d'avoir un appui d'alliés forts comme une université, ben c'est toujours... Pour la crédibilité. La crédibilité, exact. La pertinence d'un projet costaud comme ça. Ça devient un projet d'équipe et non pas d'une personne, d'un individu, parce que souvent les gens m'associent à cet organisme-là, mais de plus en plus, je leur dis, ben c'est vraiment un projet d'équipe et d'instances à multiniveau, là, médical, soins infirmiers, populationnels, infirmières, innovation, technologie. Donc, faut un projet collectif, moi, oui, collectif. Oui, c'est le mot. Merci, Catherine. On prend une courte pause. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots.
Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com. bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au BALADO-SANTE.ca. Visitez également notre page Facebook, envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. Catherine, votre objectif est d'être opérationnel en 2023. Avez-vous, puis on a parlé d'un 1,3 million de budget annuel. Qu'allez-vous faire si vous avez, mettons, 500-600 000 pour démarrer 2023? Allez-vous retarder la mise en chantier ou vous allez commencer puis voir comment ça va? Parce que j'imagine que vous avez hâte d'entrer dans le feu de l'action. Là. C'est comme quand on en parle depuis si longtemps, puis... les yeux pétillent, là, c'est drôle, parce que c'est un sujet quand même triste, mais on voit que ça vous emballe complètement. Hein? C'est pas sexy, la mort, non. Donc, comment est-ce que vous allez gérer ce début d'année? On est en 2023. Oui, on est pratiquement en 2023, mais en fait, c'est ça. C'est sûr qu'on a un montage financier à faire, puis on parlait tout à l'heure du public puis du privé. Ça va définitivement être une combinaison des deux. Donc, nous, on travaille sur les deux fronts. Okay. Alors, c'est certain qu'on fait de la sollicitation pour des dons privés, mais on sollicite aussi le ministère puis les façons d'être financés à travers le réseau. Mm-hmm. Donc, on travaille sur les deux fronts. Puis, c'est sûr que pour rouler l'unité d'intervention rapide, ça nous prend un certain bassin d'employés. Donc, dans le fond, d'infirmières, de préposés, évidemment des médecins qui vont être en disponibilité pour pouvoir soigner puis accompagner nos mourants. Donc, on a besoin quand même d'avoir un certain nombre, évidemment, de personnel, puis on s'entend que sur le 1,3 million, c'est essentiellement des salaires. Il n'y a pas vraiment d'autres dépenses là, importantes dans ce montage financier-là, dans ce plan d'affaires-là. Et donc, il va falloir qu'on atteigne quand même... un certain niveau. Oui, un certain niveau très proche du 1,3 million pour être capable de démarrer. Maintenant, c'est sûr qu'on a des stratégies pour s'y rendre, puis on va solliciter de plus en plus les gens. On est dans notre phase un peu silencieuse, je vous dirais, du montage financier, puisqu'il a fallu s'organiser puis structurer la stratégie, justement, de sollicitation. Là, on a démarré ça il y a quelques semaines, ça fait pas très longtemps, puis on a déjà des très belles réponses, donc je suis assez confiante qu'avec le travail qu'on va y mettre, on va y parvenir. Mais évidemment, il va falloir attendre d'avoir évidemment les sous pour pouvoir commencer en force puis offrir des bons soins. Puis moi, j'ajouterais une réponse un peu arrogante. On va l'avoir, notre 1,3 million. Est-ce qu'il y a place dans votre structure au bénévolat? Oui. Parce que je ne pense pas l'avoir vu dans le montage. Votre montage est sécuritaire. Dans le sens, vous planifiez tout, mais on pourrait imaginer des infirmières à la retraite qui vous donnent 20 heures par semaine. Mais d'ailleurs, je suis contente que tu poses la question parce que effectivement, il y a des collègues à moi et à mon conjoint qui travaille en milieu hospitalier aussi qui nous disent « Moi, j'ai pas besoin d'être payée, là, Caro, là, j'irais très bien travailler. » Puis, on l'a pas mis, mais c'est pas exclu du tout. On va le mettre évidemment en évidence prochainement, mais c'est qu'on voulait aussi mettre de l'avant que les soins de fin de vie, c'est des soins de santé aussi, requis qui doivent être en grande partie octroyés par des professionnels de la santé. Et financés et non des bénévoles. À la bonne mesure aussi. C'est ça, exactement. Donc, exact. Donc, c'est pas qu'on veut pas du tout de bénévoles. Au contraire, on va les prendre à bras grands ouverts, mais un bénévole qui voudrait faire des soins de fin de vie devra avoir un profil de formation
qu'elle a un bagage de soins infirmiers ou un bagage de préposé. Comprenez-vous, on ne peut pas demander à n'importe qui d'administrer des médicaments ou d'administrer non, des parce soins de que tout à l'heure, tu parlais de l'université, puis je me suis dit, quel beau projet pour des étudiants en santé, toutes professions confondues. Tout à fait. De faire des stages aux Trois Sentiers. Multidisciplinaires. On aimerait bien ça. C'est exactement ça. Pourquoi le genre de support que l'université pourrait donner. Ben, c'est pour ça qu'on a rencontré, entre autres, le doyen, mais ça ne s'arrêtera pas là. On va rencontrer différentes personnes de différentes facultés universitaires et collégiales, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de potentiel. Puis la relève médicale et des professionnels de la santé, j'ai beaucoup d'espoir en eux parce qu'eux, ils vont avoir grandi avec la loi 2. Ils vont avoir grandi avec la loi sur des soins de fin de vie. Donc, ça va faire partie de leur formation, mais on a un devoir de formation, nous, qui avons vécu l'avant et l'après. Et puis, je trouve ça toujours un peu désolant quand certaines personnes, vous parliez de critiques tantôt. Tu peux me dire tu, hein? C'est vrai, j'ai les alterné gens du vont tu au penser vous. que j'ai 70 ans. Oui, non, c'est ça. J'étais au tu, mais j'ai basculé, j'ai le vous facile. Les gens me disaient « Ah, mais Caroline, des soins de fin de vie, c'est de la première ligne, ça. C'est pas de la médecine spécialisée. Pourquoi tu t'intéresses à ça? » Puis moi, je trouve ça dommage un peu que certaines personnes cantonnent les soins ultra spécialisés et que là, il y a une coupure directe quand la limite est atteinte et que là, oups, on bascule d'entrée de jeu en première ligne. Premièrement, la première ligne en fait déjà beaucoup. Est-ce que c'est adéquat de leur demander d'en faire plus? Puis je pense qu'on a un devoir de continuité de soins, de médecine spécialisée quand la limite thérapeutique est atteinte. Il y a des expertises qu'on peut utiliser, entre autres en anesthésie, pour de l'accompagnement. Puis il y a d'autres spécialistes aussi qui ne sont pas anesthésistes, mais qui participent très activement à l'accompagnement de la fin de vie. Je pense à des gériatres, entre autres, qu'on connaît, qui font des soins de fin de vie, ou d'autres médecins spécialistes. Donc, je pense qu'il faut ouvrir un peu les esprits pour dire, bien, on a un devoir de continuité de soins pour les patients qui, après 2 ans, 3 ans, 4 ans même de traitement curatif, qui malheureusement atteignent la limite thérapeutique, s'orientent vers une fin de vie. Mais je pense qu'on a un devoir, comme médecin spécialiste, pour ceux qui s'intéressent, c'est pas fait pour tout le monde, mais de cantonner ça à la première ligne, je trouve ça un peu dommage. On parlait tout à l'heure, c'est un marché compétitif, la philanthropie aussi, ça va se mêler. Oui. Donc, comment vous voyez ça à long terme? Il y a des gros, les centraides de ce monde, les fondations d'hôpitaux. Avez-vous pensé quelle carte vous allez jouer pour sortir du lot un peu, Caroline, peut-être? Ben moi, je nous vois partenaires de ces organismes-là, que ce soit les fondations d'hôpitaux, parce qu'oublie pas qu'on veut travailler sur des projets d'alternatives à l'hospitalisation. Donc, dans le fond, on travaille pour les établissements, pour les hôpitaux. Donc, on se voit tout à fait partenaire des fondations des grands hôpitaux ou des hôpitaux, point. Pareillement, mais on est conscient que c'est pas des ressources infinies, là, la philanthropie, les financements privés, les fondations familiales. On est tout à fait conscient de ça. On va être transparent et collaboratif, c'est tout ce que je peux dire. Je pense quand même qu'il y aura une écoute. Parce qu'il s'agit de le vivre, hein, comme Catherine disait, tant qu'on ne l'a pas vécu, puis je pense qu'il y a un âge charnière. Moi, je l'ai vécu à 40 ans, de perdre mon père. Mais je pense que dans ces eaux-là, 30, 40, 50 ans, on est un peu plus exposé à la mort de nos proches, de nos parents, de nos oncles, nos tantes, nos grands-parents. Et puis ça nous sensibilise un peu à différents niveaux. Puis plus on avance dans la vie, plus ça nous interpelle. Donc je pense qu'il y aura des gens qui seront à l'écoute de notre projet. En fait, ça nous interpelle pendant un court moment, puis après on a une petite latence. Comme toi, tu as perdu tes 2 parents rapidement, donc ton deuil est encore actif, d'après moi, si je ne me trompe pas. Puis après, ça s'apaise tranquillement. Puis, c'est un aparté complètement, mais j'ai perdu mes 2 parents aussi, moi. Puis ensuite, ça donne une certaine sérénité à long terme. C'est vraiment paradoxal parce qu'on se dit, moi, c'est fini, là. C'est particulier. Je ne vivrai plus ce deuil-là. Je l'ai vécu. J'ai perdu mes 2 parents. Puis là, moi, je vois mes amis autour de moi. Puis je me dis, eux autres,
Ils commencent leur aventure. Ils commencent, c'est ça. Ouais, j'ai vécu récemment, là, j'ai un de mes collègues qui a perdu son père subitement il y a 3 semaines. Puis là, je le voyais là-dedans, puis je me revoyais dans tout ce que ça implique. Oui, il n'y a pas d'âge pour ça. Non, ça marque. Puis là, on parle des parents, mais tantôt, ça va être notre grande sœur, notre grand frère, notre meilleur ami. Je pense que ça, tôt ou tard, ça nous touche, de près ou de loin, puis ça marque. Pas nécessairement, puis c'est pas ni complètement négatif, ni complètement positif. Moi, j'appelle ça de la densité. Ouais. C'est très dense. C'est comme une boule là, d'émotions et de J'ai fait une entrevue avec Dr Marie-Frédérique Allard, qui est psychiatre en Mauricie, sur le deuil. Puis l'image que je lui donnais, je me rappelle, il me semble d'avoir dit, c'est comme un peu un buffet. Hein? Le deuil, on peut en prendre autant qu'on en veut. Là. Il n'y a personne qui va te dire « t'es trop triste ». Non. Arrête de pleurer ou autre. Là. Alors que si tu es en colère au travail, quelqu'un va dire, écoutez, là... C'est assez. Il faut passer à un autre appel. On lâche, là. Oui, t'as raison. C'est un niveau de confort particulier, quand même. C'est toute une... c'est une traversée. C'est toute une traversée. Est-ce qu'il y a un modèle, ou avez-vous envisagé un modèle en partie privé d'offre de soins qui pourrait, à certains égards, venir financer le volet public, autrement dit, avoir des utilisateurs payants. Pas pour le moment. Qui viendraient finalement augmenter votre budget, puis augmenter votre offre de soins à votre clientèle que je qualifierais de régulière, mais pas de façon péjorative. Oui, non. La clientèle du réseau public. Oui, mais l'intention, c'était d'assurer l'accessibilité, puisque c'est un enjeu présentement, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres, comme on se disait. Là, il y a peu de maisons de soins, puis tout le monde n'a pas accès à des soins à domicile. Donc, notre objectif, c'est d'améliorer, d'augmenter l'accès, et donc, évidemment, les coûts en font partie. Donc, pour l'instant, les services seraient gratuits, c'est-à-dire que les gens qui ont une carte d'assurance maladie pourraient avoir accès à nos soins de façon gratuite. Donc, on va commencer comme ça, mais je ne sais pas si... Oui, on s'est posé la question comme CA, puis on l'a écarté. Je ne dis pas que la discussion ne sera jamais réouverte, mais on a tous à cœur de donner... parce que c'est actuellement le cas, il ne faut pas se le cacher. Les gens qui sont plus nantis se payent eux-mêmes des services de soins de santé. On est inégaux jusqu'à la fin. Oui, absolument. Fait que ça, c'est déjà une réalité. Donc, puis on ne veut pas du tout empêcher ça. C'est très bien comme ça. Sauf que nous, on a surtout le souci d'uniformiser l'accès, d'universaliser l'accès, pardon. Puis... c'est pas dans nos valeurs d'organisme du tout de commencer à dire, si un patient nous donne du financement, on va aller plus vers lui ou avec plus de soins. C'est pas comme ça que je le voyais, mais je le voyais à partir du moment où tu aurais un certain nombre d'utilisateurs payants, tu pourrais peut-être payer ton infirmière au complet avec ça. Mais en fait, ce que je dirais, tu aurais 10 utilisateurs qui paieraient l'infirmière, qui, elle, va offrir des soins à 100 patients. C'est dans ce sens-là que je le voyais. Oui, c'est probablement ça qui va se faire un peu naturellement. Oui, naturellement, c'est ça qui se produit quand on regarde les financements privés-publics des maisons de soins palliatifs. Souvent, c'est des familles satisfaites des soins qu'ils ont reçus, qui vont redonner, qui vont donner du financement par la suite. Donc, c'est un peu ce que tu décris. Ça se fait un peu plus naturellement que de développer un système de coûts par soin. Donc, on n'irait pas vers ça. Pas pour l'instant. Non. On parlait tout à l'heure de Catherine, toi qui es nouvelle dans ce domaine-là, puis toi, Caroline, qui est anesthésiste, intensiviste. Donc, une bonne portion de ton travail, ça consiste à sauver des vies et à garder en vie des gens très malades. Puis, tu as une passion assez importante qui est plutôt d'accompagner les gens vers une mort qui est sereine, puis tout ça. Donc, il y a un schisme, ou comment tu vis ça, puis c'est dans la même journée, là. Oui, tu vas faire des soins intensifs le jour, puis le soir, tu as un conseil d'administration pour parler d'aide médicale à mourir. Ben oui, mais non, moi, je vois ça comme... Il y a un interrupteur. Oui, c'est vrai. Hein? Faut dire que je ne pratique plus j'ai quitté la pratique active de soins intensifs. Mais c'est quand même dans Mais c'est quand même dans mes cordes. Oui, tout à fait. J'ai fait ça pendant 15 ans. C'est ça. Je suis anesthésiste à temps plein. Donc, moi, je vois ça comme un fichu de beau
une belle continuité, un privilège. C'est vraiment un privilège parce que pour moi, ça fait partie d'un tout de faire de la médecine. Puis ma première intention, c'est de sauver les patients, de leur donner toutes les chances. Puis j'ai la chance de travailler dans un hôpital tertiaire quaternaire, nouvellement bâti. Le CHUM, ça grouille d'énergie positive. Il y a beaucoup d'expertise qui se croisent. Donc, on travaille fort pour sauver des gens. Mais, tu sais, Jean-Pierre, la médecine aura toujours une limite. Mm-hmm. Peu importe. Qu'on soit dans un CHUM ou dans un petit hôpital du fond de l'Abitibi, la médecine moderne aura toujours une limite. Ça va être vrai cette année, ça va être vrai dans 30 ans, ça va être vrai dans 100 ans. Fait que le travail d'un médecin, c'est pas juste d'aider les patients à guérir, c'est d'aider les patients à bien mourir aussi, quand on leur a tout donné et qu'il faut qu'on fasse face à la musique. Il y avait une expression que j'avais déjà utilisée, je disais parfois il faut faire attention aussi de ne pas prolonger la mort. Mais ça, c'est un enjeu de soins intensifs. Oui, puis ça, la surmédicalisation des patients, ça, mais c'est sûrement pas le sujet que tu veux qu'on aborde, mais... Aucun problème. C'est quelque chose qui... C'est pas directement dans notre mission, mais moi, comme docteur, ça m'interpelle dans l'évolution de la pratique de la médecine contemporaine. Là, je trouve qu'il y a une réflexion de société qui se fait pas. On parle du déni face à la mort, mais la surmédicalisation des soins des patients, c'est quand même... Ça aussi, c'est une discussion riche à avoir. Mais tu vois, ça, je pense que c'est une discussion que les médecins spécialistes ou omnipraticiens pourraient avoir. Les politiciens n'auront pas cette discussion-là. C'est trop risqué. C'est trop dangereux. Mais nous, comme corps médical, on pourrait admettre ça sur la table. Ah, tout à fait. Mais ça prend un porteur de ballon. Là. Ce sera peut-être toi. Okay. Je commence à en avoir plusieurs, des ballons. Là. Est-ce que tous les gens sur votre conseil d'administration, j'ai cru comprendre tout à l'heure, tout le monde a une expérience, une raison personnelle tout à fait. D'être... Ah oui, puis d'ailleurs, on rencontrait un donateur privé il y a 2 semaines, Catherine. Puis j'étais avec notre vice-président, Sylvain Charbonneau, que je nomme avec grande fierté. Et puis j'étais avec Catherine, puis on a décrit notre expérience personnelle, et puis on a réalisé qu'on représentait les 3 pôles qu'on veut développer. Donc Catherine a perdu sa mère à domicile, moi, mon père à l'hôpital, et puis Sylvain a perdu son papa en maison de soins palliatifs. Donc, c'est exactement les 3 pôles qu'on veut développer ou qu'on veut optimiser pour les fins de vie des mourants. Donc, oui, on a chacun notre histoire. Comme je vous dis, certaines très... Comme je te dis, moi, j'ai le vous qui revient facilement. Certaines très belles, puis d'autres moins belles, puis ça fait un beau mélange. Est-ce que tu penses que ça convient, Catherine, à tout le monde, les soins palliatifs à domicile? Ou... Bien, en fait... Moi, je pense que non, personnellement. Là, mais 75% des Québécois, semble-t-il, selon les données là, qui sont produites par le ministère, 75% donc des Québécois souhaiteraient mourir à domicile. Mais évidemment, s'ils ne sont pas un fardeau pour leurs proches. Et puis, c'est souvent à cet endroit-là où ça bloque parce que tôt ou tard, souvent même pendant les soins palliatifs, j'entends, là, disons, pendant l'année et demie, peut-être 2 ans avant le décès, bien, les soins sont relativement gérables, entre guillemets. Le CLSC, bon, les équipes autour peuvent aider, mais vient un temps où, quand on approche de la mort, ça s'intensifie. Et ça devient beaucoup plus difficile à soutenir pour les organismes puis le réseau. Et donc, c'est là où les OBNL entrent en ligne de compte et souvent peuvent aider. Ce n'est pas pour tout le monde parce qu'effectivement, d'une part, en ce moment, je pense qu'il n'y a pas d'accès pour tout le monde. Il n'y a pas des ressources peut-être pour tout le monde. Quand ça devient trop intense, parfois les familles n'ont pas d'autre choix là, que d'appeler l'ambulance ou de s'en aller à l'hôpital parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la nuit puis qu'il n'y avait personne avec eux. Donc ça, il y a cette réalité-là, mais il y a aussi des gens qui ne veulent pas mourir chez eux. Donc, ils préféraient mourir soit dans une maison de soins ou peut-être même à l'hôpital. Pour l'instant, il y a encore des gens qui pensent que c'est là où ils vont être le mieux en sécurité puis avec tous les soins dont ils ont besoin. Puis c'est correct. Je pense pas qu'on n'arrivera jamais à un 100% des gens qui vont mourir à domicile de toute façon. C'est pas fait non plus pour tout le monde. Mais l'idée, ce serait de permettre aux gens qui souhaitent ça de pouvoir le vivre. Puis, bien, notre intention dans le continuum de soins qu'on veut offrir, c'est que ceux qui veulent mourir à domicile, bien, pourraient le faire dans la mesure où nous, on pourrait les accompagner, on pourrait leur offrir tous les soins et puis l'accompagnement nécessaire. Mais si, en cours de route,
ou simplement au moment où ils sont rendus à cette période d'agonie-là, ils préfèrent être dans une maison de soins, bien, le jour où on aura notre maison de soins, on pourra effectivement leur permettre d'avoir cette option-là aussi. Okay. Et donc, là, de couvrir, en fait, l'ensemble des demandes, des possibilités. Oui, c'est ça. Parce que je posais la question, puis on parlait tout à l'heure de différences culturelles, puis même sans que ce soit une culture différente, de préférences personnelles, comme moi, personnellement, je ne me serais pas vu prendre soin de mes parents, là, de changer la couche, les sons urinaires. J'aurais eu un inconfort incroyable face à ça. Puis, pour avoir fait une entrevue sur l'aide médicale à mourir avec un monsieur qui avait accompagné son père dans l'aide médicale à mourir, son père ne voulait pas décéder à la maison pour ne pas laisser l'image à sa conjointe qui restait. Oui, exactement. Ça arrive. Il y a plusieurs personnes qui nous disent ça, là, justement. C'est des bonnes raisons aussi Mais de rester à la maison le plus longtemps. Chaque personne est différente, je pense. C'est ça Oui, en fait, nous, dans un monde idéal, là, ça serait d'éviter les décès en lit de médecine et de chirurgie. Ça serait la prémisse de base. À l'urgence? À l'urgence. Médecine, aussi, chirurgie, urgence. Ça sera notre bataille numéro 1. Après ça, les unités de soins palliatifs hospitalières, je pense qu'ils ont des délais d'attente. C'est pas toujours évident d'avoir accès, mais c'est déjà mieux parce que c'est déjà un environnement dédié à l'accompagnement pour le décès. C'est pas une unité de soins aigus. Après ça, je pense que tout le monde qui a vécu les deux n'ont que de bons mots à l'égard des maisons de soins palliatifs. Donc ça, c'est comme un peu le summum parce qu'ils se sentent en sécurité avec des soins un peu comme à l'hôpital, mais c'est pas un hôpital. Ils ont un accompagnement en continu. Donc c'est... Il y a peut-être l'enjeu de l'accès à l'aide médicale à mourir dans la maison de soins palliatifs où c'est pas mal réglé. De moins en moins. Je pense que ça a beaucoup évolué depuis 2015. Il reste encore des vides, des angles morts, dans certaines régions, entre autres. Mais je pense qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent activement à ce que ce soit le plus uniforme possible. Je pense qu'il faudra toujours rester dans le respect. Encore une fois, l'aide médicale à mourir, c'est un très beau soin, je le pratique moi-même, mais c'est pas fait pour tout le monde. Puis il faut être capable, moi je crois beaucoup à l'autonomie des patients, il faut être capable d'être à l'écoute. C'est pour ça que moi, j'appelle ça l'aide médicale au mourant. Parce que pour moi, je ferais de l'aide médicale au mourant, même si je lui offre une sédation palliative continue. Donc, je pense qu'il faut être à l'écoute. Puis les maisons qui n'offrent pas l'AMM, ils ont probablement leurs raisons propres. Mais clairement, notre maison, nous, s'engage à offrir le soin en étant très à l'écoute avec une approche personnalisée. Parce que je pense c'est bien l'aide médicale à mourir, mais il n'y a pas que l'aide médicale à mourir comme façon de finir sa vie dignement. Et dans les scénarios les plus optimistes, là, cette maison-là serait ouverte quand? Si les j'avais peur que tu demandes où. Parce que... Non, ça, j'ai... Ben, c'est parce que c'est pas certain. On veut pas trop s'avancer. Ben non, le lieu, non, mais disons, dans vos rêves les plus fous, là, Catherine, une date d'ouverture. Ben, je dirais que nos rêves les plus fous, je dirais peut-être 2026, c'est notre année... Deux femmes optimistes. Oui, c'est ça. Ben, c'est pour ça on dit... Ça prend on ça. parle de rêve, hein, on fait pas ça parce qu'on est des gens qui sommes très, très engagés puis qui sont, je pense, positives aussi en général. Maintenant, on est réaliste aussi. Et donc, on verra comment tout ça peut nous permettre d'y arriver. Mais chose certaine, c'est comme on vise une maison dans un contexte de location d'un lieu existant, c'est quand même très, très différent que de l'achat d'un terrain puis une construction qui souvent prend 5, 8, 10 ans. Donc, c'est certain qu'avec ce modèle-là, peut-être qu'on pourrait arriver, en fait, dans 3 ans. À ouvrir en 2026. Disons peut-être fin 2026. Puis, c'est pas ça si on est très optimiste. Ben oui, c'est ça, parce qu'il va falloir qu'on travaille très fort parce que tu devines que c'est pas le même budget annuel. Non, c'est ça, j'imagine. Alors, les gens peuvent déjà donner aux 3 sentiers via le site Internet. Exactement. Au 3sentiers.org. On mettra l'adresse sur les notes de balado. Je viens de terminer mes entrevues avec une section de baguette magique.
Donc, puis le sujet s'y prête bien. Donc, on va commencer avec Caroline. Si tu pouvais changer une chose dans le système de santé aujourd'hui. Moi, j'aimerais décentraliser certains soins. J'aimerais ça voir sortir des hôpitaux certains soins qui n'ont pas besoin nécessairement d'un plateau technique hospitalier. Avec des médecins spécialistes, pas juste la première ligne, mais des médecins spécialistes qui vont pratiquer la médecine ailleurs qu'à l'hôpital, dans des bonnes conditions. Catherine? Bien, ça ne sera pas étonnant, hein? C'est évidemment en lien avec la mort. Moi, je trouve que c'est tellement un moment sacré, un moment important. J'aimerais vraiment que tout le monde ait accès à une belle mort, en fait. Un beau départ. Un beau départ, oui, exactement. Et si, comme réseau, puis là, j'entends les organismes qui soutiennent le réseau aussi, là, on pouvait faire ça, en fait, offrir ça, que chacun des humains sur cette planète puisse bien quitter, ça me rendrait vraiment heureuse. Et si tu pouvais rencontrer une personne dans le monde, vivante ou décédée, pour prendre un café, un verre ou... Un thé, je pense que ce serait un thé dans mon cas, ça serait le Dalai Lama. OK. Pourquoi? En fait, c'est une personne qui m'inspire et m'attire, probablement par cette sagesse et ce calme, puis cette ouverture, ce regard, en fait, je pense, qu'il porte sur les gens. J'ai eu la chance d'assister à une conférence il y a vraiment 10 ans, peut-être plus, 15 ans, je me rappelle pas. Mais ça m'avait marqué, puis je me disais, mon Dieu, il me semble qu'on se sent bien à ses côtés. Puis j'imagine que si j'avais la chance à ses côtés, mais dans une salle énorme. De plusieurs dizaines de milliers de personnes, je crois. Je me rappelle plus dans combien on était, mais on sentait quand même cette aura-là. Oui, exactement. Donc, je serais très curieuse de prendre le thé avec le Dalai Lama. Toi, Caroline, ta rencontre de rêve, ce serait qui? Bien, fut un temps où j'aurais dit Marie Laberge, mais j'ai eu la chance de la rencontrer pour de vrai au Salon du Livre. Donc, j'hésite entre Barack Obama et RBG, qui j'aimerais vraiment ça. Parce que j'ai écouté récemment son documentaire sur sa vie, puis elle avait une façon d'argumenter d'une façon tellement calme que j'aimerais accéder. Parce que parfois, je manque de calme et de patience. Donc, ça serait une figure que j'aimerais beaucoup, beaucoup, que j'aurais aimé rencontrer. Ma déception face à elle, c'est que... elle ne s'est jamais retirée. Non. Elle s'est retirée trop tard. Puis elle a débalancé Mais ça ferait partie des questions. Suprême, ça ferait partie des questions que je lui poserais. Elle aurait pu être remplacée par une juge démocrate. Absolument. Sous Barack Obama. Puis je ne sais pas si elle l'a réalisé avant de quitter. Je pense que oui, mais... Il était trop tard. Il y avait peut-être un peu de narcissisme là-dedans. Un peu, oui. Possiblement. Oui. Assurément. Mais bref, bon choix. Oui. Dalai Lama, c'est la première fois que... Ah oui? Et ton conjoint, Michel, que j'ai eu en entrevue tout à l'heure, a choisi Barack Obama aussi. Ah oui, c'est vrai, c'est-tu drôle? Mais lui, il m'a sorti 3 choix, évidemment. Là. Ah ben oui. Un, c'était pas suffisant. Ben non. Comme moi, d'ailleurs. J'ai sorti 3 noms. C'est vrai. On s'en était même pas parlé. Catherine, une dernière pensée, peut-être, avant de... Ben merci, en fait. Merci, parce que je pense que pour faire avancer des projets puis des organismes comme le nôtre, ça prend de l'ouverture puis de l'intérêt. Et donc, merci de nous donner cette chance-là. Merci à toi. Puis, j'espère qu'à travers ce petit moment-là qu'on aura partagé ensemble, on pourra tranquillement faire notre place dans le cœur de plein de gens qui t'écoutent. Caroline? Mais moi, tu ne seras pas content que je dise ça, Jean-Pierre, mais je vais le dire en ondes. Vas-y. Je veux te dire merci aussi parce que tu montres une facette de la médecine spécialisée en faisant des balados, des podcasts tellement pertinents, puis tellement source de réflexion, puis qu'un chirurgien fasse ça, je trouve ça fantastique. Donc, ça serait mon mot de la fin. Un grand merci aussi. Puis continue à nous faire réfléchir et à nous pousser à changer les choses pour le mieux. Bon, vous êtes trop gentils avec moi. Alors, Catherine, Caroline, merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Joyeux Noël. Joyeuse fête! L'épisode va être diffusé après les fêtes, mais on se rencontre juste avant le réveillon. Ben oui. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Bye.